Bonjour, je suis Abdessalam Boujedraoui. Après longue absence, je reviens pour vous présenter une notion très importante et qui est la suivante. Que peut être le terme d'Occident ou bien comment peut-on définir l'Occident? Alors ce terme d'Occident est utilisé couramment sans qu'on puisse le définir avec précision. Alors, ce qui fait qu'il reste quelque chose de vague, de flou, quelque chose d'incertain. Aussi, je vous propose ma vision, comment je vois ce que peut-être l'Occident. Alors, l'Occident se définit par un ensemble d'éléments et de caractéristiques. Alors, le premier élément, c'est une unité géographique. Alors, par géographie, je veux dire l'Europe. L'Occident se situe, et c'est là son berceau, son creuset, essentiellement dans l'Europe. Et ce, depuis déjà le Moyen-Âge, et même un peu avant. Il y a des frontières, la mer, c'est-à-dire la mer, l'océan Atlantique, mer Méditerranée et la Manche. Mais de l'autre côté, il y a des frontières avec la Turquie, qui ne fait pas partie du monde occidental, et bien avec la Russie, qui se trouve ainsi exclue. Donc on retrouve un noyau dur qui est limité par les frontières que je vous ai dit. Alors ceci est d'une importance capitale dans l'évolution de l'Occident, puisque, ici, vous le voyez, j'exclus l'Angleterre et un peu les États-Unis d'Amérique par la suite et l'Australie. Parce que l'Occident, ça va être ce que je viens de vous dire. L'Angleterre parle d'un Occident, mais d'une autre manière. Les États-Unis d'Amérique et le Canada et l'Australie, c'est un autre style d'Occident qui n'a rien à voir avec ce que je vous propose aujourd'hui. La géographie, mais également, la géographie aura un rôle déterminant, puisque un fleuve comme le Rhin aura aussi une importance dans la séparation, mais ça c'était anciennement, entre la France et l'Allemagne. Ça va provoquer des conflits qui, on le sait, en 1945. Donc, importance d'une unité géographique. L'autre élément qui est aussi déterminant dans ce concept, cette notion d'Occident, c'est l'unité religieuse. Qu'on le veuille ou non, qu'on le désire ou non, l'Occident est avant tout dans la vision géographique que je viens de vous présenter. Donc l'Occident, avant tout, est chrétien. Chrétien et pas autre chose. Alors moi je prends comme point de départ un peu le Moyen-Âge, puisque vous verrez donc, tout de suite après pourquoi, ou un peu après, c'est-à-dire qu'il y a l'autorité du pape. À côté, il y a une autorité, disons, politique au niveau de la nation, mais l'autorité spirituelle du pape est très importante. Et surtout, il y aura un fait qui va survenir et qui n'a pas été bien analysé par les observateurs, c'est l'émergence d'un pape au XIIe siècle, c'est Innocent III. Alors moi je vous invite à aller connaître ce pape, j'ai écrit un petit article, vous trouverez sur ce pape, vous trouverez le lien dans la description. Alors ce pape Innocent III va dire que le pape n'est plus un ecclésiastique comme les autres. Ça ne sera plus un simple évêque. Le pape devient le vicaire du Christ. Ce qui veut dire que seul le pape, la fonction du pape, la spiritualité du pape, seul le souverain pontife peut représenter le Christ. Et bien sûr, par extrapolation, le Dieu. Les autres non. Le pape devient quelque chose au-dessus de tout.
Et c'est le seul intermédiaire entre toutes les églises, tous les croyants, et le Christ, et comme j'ai dit, par extension Dieu. Alors l'autorité du pape se trouve ainsi établie. Pourquoi? Parce que le pape Innocent III a compris que les hérésies et que les scissions, les schismes, peuvent mener à l'éclatement de cette unité chrétienne au niveau de l'Europe. Vous voyez déjà cette notion, mais à Mousson ne le dit pas, qui s'installe, une notion chrétienne au niveau européen, pas autre chose. Et avant, à l'époque, même jusqu'à des temps pas très loin, on se définissait à la naissance par la chrétienté. Donc, une unité qui est donc religieuse, le christianisme, même si par la suite il y aura des scissions, mais ce n'est pas ça le sujet, c'est de vous dire qu'il y a un élément dans la compréhension du mot occidental qui est la religion. Après, il y a autre chose, c'est une unité que l'on peut dire intellectuelle, mais alors quand je dis intellectuelle, il faut prendre ce concept d'une manière globale et générale. Dans un certain nombre de mes écrits, de mes livres, de mes publications, de mes vidéos, j'insiste sur le XVIe siècle. Je dis que le XVIe siècle, c'est une grande révolution. C'est là que l'Occident va se former. Alors au XVe siècle, on va assister à des mouvements, mais alors prodigieux, à une évolution des idées, mais basée sur la religion, sur la théologie, et ils vont commencer au niveau des universités allemandes, XVIe siècle donc. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut plus ou moins rejeter l'autorité du pape. Attention, il ne s'agit pas d'une scission. Ceux qui disent cela ne disent pas qu'on ne veut pas du pape, ils disent qu'on ne veut pas qu'il y ait cette autorité directe, on voudrait bien que ça change. Ils restent catholiques, ils ne changent pas de religion, c'est pas ça. Et ils disent que nous voulons sortir d'une idéologie avec Thomas d'Aquin pour aller vers un modernisme avec Guillaume d'Occam. J'ai déjà évoqué ce sujet. Alors ils voudraient une vision nouvelle de la religion où les anciens, ils vont à la retraite et ce sera quelques jeunes prêtres qui prendront le relais. Alors, de façon concomitante à cela, il y aura la naissance de grandes idées de l'humanisme. L'humanisme qui consiste à placer l'être humain au centre de toutes les préoccupations, alors qu'auparavant, on va placer l'Église et tout ce qui est Église, Rome, au niveau des intérêts. Alors l'humanisme sera réellement un fait marquant dans la conception que l'on connaît en ce moment de l'Occident, très important et capital. Alors, les humanistes, j'ai déjà traité, j'ai déjà abordé Erasme, peut-être que j'aborderai Thomas More, mais on peut aussi compter, pourquoi pas, Martin Luther. Donc, grand mouvement idéologique, théologique, intellectuel, pourquoi pas, mais basé sur le christianisme et l'esprit du Christ. Alors, par analogie, il y aura quelque chose de très important et qui sera la marque décisive de ce que l'on appelle l'Occident. Ça va être des mouvements scientifiques, essentiellement de l'astronomie. On découvre que le monde clos, le monde qui a un côté droit, un côté gauche, et que la Terre, que l'on considérait comme étant le centre de l'univers, et bien tout ça, c'est pas vrai. Alors ça va être progressivement, à partir du 16e, 17e, etc. Ça va être avec Kepler, Copernic, Galilée, Newton, etc. C'est-à-dire que l'on va passer d'une conception cosmologique de l'univers, basée sur le cosmos des stoïciens, on va passer vers une conception moderne d'un monde dont on ne connaît rien.
On ne connaît rien à l'époque, un monde que l'on pense chaotique, mais ça va être un grand bouleversement. Au niveau des gens, les gens seront affectés. Il y aura beaucoup d'écrits sur ça, parmi lesquels Jean Donne, j'en ai déjà parlé, qui dit c'est quoi ce monde nouveau que vous nous proposez. Et là, je voudrais revenir sur une notion capitale que personne ne décrit. C'est que les chrétiens de l'Europe, puisqu'il n'y avait pas d'autres chrétiens, ils auront cette faculté de passer d'une conception du monde classique, traditionnelle, à une nouvelle conception du monde qui est révolutionnaire, qui est inédite et qui est scientifique. Et ça, je l'ai dit, la caractéristique principale des Occidentaux, c'est leur faculté d'évoluer, de s'adapter à des situations. Et rien n'est figé, rien n'est fixe. Et ça, c'est l'élément fédérateur, l'élément important des Occidentaux, alors que d'autres ne vont pas bouger de leur conception, en vérité, faire de sur place. Et je vous invite à réfléchir sur ce point. Après, il y a une unité historique. Alors cette unité historique, elle a un peu commencé après disons, le Moyen-Âge. C'est ce qu'on appelle le Saint-Empire romain de la nation germanique. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors c'était, et ça va rester jusqu'au 19e siècle, 18-19e siècle. C'est un groupement de principautés. Il faut dire qu'il y avait plus de 200, peut-être pratiquement 300 petites principautés de petites nations qui sont dirigées par un prince. Parfois, ce n'est pas tout à fait un prince ou bien pas un riche, mais quoi qu'il en soit. Par exemple, l'Allemagne, que vous connaissez, n'était pas unifiée. Il y avait plusieurs petites principautés, dont par exemple la Bohême, la Saxe, était la plus importante. L'Italie était aussi divisée, mais par contre restait la France qui était puissante, l'Angleterre également qui composait de grands pôles. Donc il y avait une unité qui était dirigée par un roi qui est désigné par l'ensemble de ses principautés. Il y avait aussi une assemblée qui gérait tout ça, ça s'appelle la Diète. On voit très bien que déjà, il y avait les prémices de l'Union européenne telle qu'on la connaît actuellement. Ça veut dire qu'il y avait un ordre établi, par exemple, le moment de l'histoire le plus important, ce sera lorsque Charles Quint, roi d'Espagne, dirigera le Saint-Empire romain de la nation germanique. Alors, donc, j'ai dit plusieurs principautés, on fait l'élection de celui qui va diriger Second Empire. Mais le pouvoir était divisé en deux. Le pouvoir le plus important, spirituel, était aux mains du pape. Je vous ai dit pourquoi depuis que Innocent III a déclaré que le souverain pontife était le vicaire du Christ, vicaire de Dieu. Et il y avait aussi l'armée. Alors les armées, c'était au niveau des nations. La France avec son armée, les différentes principautés avaient leur armée. Mais les chefs d'État, les souverains, étaient en quelque sorte, c'est schématique, représentaient la force, représentaient le bras armé du pape. Donc, voilà, c'était comme ça que ça fonctionnait. Alors, ceci aura une importance déterminante puisque ces principautés, l'ensemble de ce petit pays, qui de certains sont très minuscules, joueront un rôle important dans la réforme luthérienne. Ça, je l'ai déjà abordé, donc ce que je veux vous dire, c'est qu'avec le Saint-Empire romain de la nation germanique, naît une idée d'une Europe
d'un Occident global et généralisé. Mais il y a aussi autre chose, une définition, une caractéristique, une unité qui se définit par réaction. Alors, à un certain moment, il y aura, à côté de ce Saint-Empire romain de la nation germanique, un autre empire, c'est l'Empire ottoman. Il y aura toujours une sorte de challenge, il y aura toujours une sorte de côté adverse, d'opposition entre ces deux mondes. Et le monde chrétien, disons occidental, entre guillemets, va se définir par opposition à l'empire musulman. Est-ce que ça explique les rivalités qui existent, le racisme entre les musulmans qui existent, ou bien les conflits, pourquoi pas, qui existaient en Serbie, Bosnie, Croatie. Donc, il y a une unité par réaction. Alors, je pourrais dire beaucoup de choses sur la conception de cette notion d'Occident. Mais l'élément essentiel, généralement, on l'aborde très peu, et qu'il y a un élément que l'on oublie toujours, c'est l'élément humain. Et malheureusement, ici, c'est ça le point faible de l'Europe. Les humains, en Europe, ne forment pas une unité, malgré la religion, malgré beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas dire que les Espagnols et les Portugais sont proches des Norvégiens et des Suédois. C'est impossible. Ce sont des mondes différents. Et même lorsqu'il y aura la réforme luthérienne, l'autopénétration du protestantisme et de la réforme se fera de façon très lente dans ces contrées du Sud. Mais aussi autre chose, j'ai parlé du Rhin, rivalité rivalité allemande et française. Il y aura toujours des guerres meurtrières entre l'Allemagne et la France. Et bien sûr avec l'Angleterre, mais comme je vous l'ai dit, l'Angleterre est un monde occidental un peu à part. Les rancœurs de ces guerres existent toujours. C'est la cancel culture, une façon de voir les choses, d'étouffer les faits, fait que ces rancœurs n'apparaissent pas, mais existent. Et je donne toujours un exemple. Lorsque il y a une commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, et lorsque le président français rencontre le président allemand, et lorsque ce président, ça a été avec Mitterrand, avec Jacques Chirac, avec les autres, parle avec un ton de condescendance avec le président ou le chancelier allemand, ce sera toujours perçu, et moi je l'affirme, comme une humiliation. Et le citoyen allemand percevra ça, surtout les jeunes, comme une sorte de condescendance, une sorte de pitié, si vous voulez, une humiliation pour le dire simplement. Ceci fait que lorsque l'Europe actuelle, lorsqu'on bâtit un nouveau Occident, on n'a jamais tenu compte de cet élément humain qui est déterminant. Et actuellement, avec la guerre en Ukraine, lorsque le président français propose, avec un bouclier d'armes nucléaires, de bombes atomiques, et qu'il veut protéger l'Europe, les vieux démons reviennent. Tous les autres pays disent nous, on ne veut pas de l'esprit de Napoléon, on ne veut pas être protégés, nous sommes capables de nous protéger nous-mêmes. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai écrit un certain nombre de publications sur ce sujet. Au niveau de l'Occident, finalement, pour conclure,
même si il y a une notion d'occidental que je voulais présenter, il est tout à fait possible, au vu de tout ce qui s'est passé, la guerre, etc., que cette notion, cette unité entre les pays puisse avoir un éclat, sans pour autant que cette notion d'Occident disparaisse. Je suis Abdessalam Boujedraoui, je vous dis au revoir et à bientôt.